Donc pour introduire le sujet, je vais d'abord donner la parole à Simone, avec qui j'ai co-dirigé. Alors Simone, bon, je pense qu'un certain nombre de personnes connaissent Simone, elle est anthropologue, américaniste, elle a créé, elle est directeur d'études, elle a été directeur d'études à l'école des hautes études, elle a créé l'équipe de recherche en l'EREA qui continue d'exister, je ne sais pas si monsieur et madame Chaumail sont là, peut-être pas encore. Voilà, Bonnie est là. Et elle a entre autres participé à une action, une enquête dans les elfes contre les Indiens Sataremawe. C'était en quelle année, Simone? 81-83. 81-83. Donc elle a instruit un dossier sur les exactions de elfes sur ces Indiens Sataremawe. Et elle a cofondé Survival en 1979. Elle a été vice-présidente de Survival de 79 à 99 et elle a cofondé le JIPA en 2003 et elle est présidente. Voilà, je donne la parole à Simone, elle va nous parler du Brésil. On n'a aucun représentant pour les trois articles qui ont été écrits sur le Brésil parce qu'ils sont au Brésil et on ne pouvait pas payer les voyages. Donc Simone va nous faire une présentation de sa thèse sur ce qui se passe au Brésil aujourd'hui. Je laisse la parole, Simone. Bon, alors Patrick vient de vous parler de notre petite organisation, le JIPA, et notamment de son activité éditoriale qui est éditée à l'Harmattan. Moi, je vais vous dire quelques mots sur le contenu du livre qui, comme vous le savez, s'appelle « Les Indiens d'Amazonie face au développement prédateur » avec en sous-titre « Nouveaux projets d'exploitation et menaces sur les droits humains ». Je voudrais d'abord attirer votre attention sur deux points. Le premier, c'est la photo de couverture. On a choisi cette photo de couverture parce qu'elle montre des Indiens Munduruku, c'est le nom de cette population, qui sont des Indiens du Brésil central, riverains du fleuve Tapajós, qui est un des grands affluents de l'Amazone. Elle les montre le poing levé, elle les montre peints et parés, parce qu'il faut toujours impressionner l'adversaire, et elle les montre luttant pour la défense de leur territoire, de leurs moyens d'existence et de leurs droits. Ça montre quelque chose qui, pour nous, est très important, c'est que les Indiens d'Amazonie ne sont plus des sujets passifs. Le deuxième point sur lequel je voulais attirer votre attention et qui est le sujet même du livre, c'est que ça ne constitue pas une xième défense de la forêt amazonienne, de cet environnement fragile en cours de destruction, mais ça montre la défense de modes de vie séculaires, adaptés et adaptables à un environnement dont on sait qu'il n'est pas très facile, l'adaptation donc des autochtones qui y vivent. Il montre aussi la défense des droits de l'homme qui doivent s'appliquer à eux, qui sont des droits durement acquis et aujourd'hui bafoués. C'est le point peut-être sur lequel je voudrais insister le plus. Ce livre montre comment les politiques, entre guillemets, développementalistes, c'est pas un très joli mot, conduisent à la clochardisation, à la ruine, puis à la disparition probablement définitive, ou conduirait, si on ne les stoppait pas, à la disparition probablement définitive de populations autochtones qui, depuis le XVIe siècle, ont été victimes de successions de génocides. Ces populations qui possèdent un savoir inestimable, inégalé sur leur environnement, ont su non seulement conserver la grande forêt tropicale au cours des siècles, mais la faire prospérer, tout en y pratiquant une agriculture protectrice et productrice généralement décriée. Je n'ai pas le temps ici de vous parler de cette agriculture qu'on a appelée autrefois l'agriculture sur brûlis et qu'on appelle aujourd'hui les sartages, et qu'une agriculture qui a permis non seulement aux populations de survivre, mais que la forêt se développe dans des conditions favorables.
Les Indiens donc d'Amazonie sont le sujet de ce livre et la façon aussi dont ils se battent, dont ils luttent et ce qui précisément les attaque. Ces populations, on l'a dit, quelquefois, dans certaines circonstances, pas toujours, hélas, partout, savent se défendre. Et il y a un article de ce livre, celui de José Pimenta, qui montre comment les Indiens Ashaninka du Pérou, de la frontière Pérou-brésilienne, il y a des Ashaninka au Pérou, il y a des Ashaninka au Brésil, comment ils ont créé une association des peuples de la forêt pour défendre leurs droits et, en premier lieu, bien entendu, les territoires qui les font vivre. Les 10 chapitres de ce livre ont été rédigés par des chercheurs, des anthropologues, spécialistes des sociétés et des régions étudiées, et vous trouverez les notices biographiques de ces chercheurs en fin du volume. Les chapitres ont été regroupés en 3 parties. L'Amazonie brésilienne, qui est évidemment extrêmement importante, mais qui n'est pas la seule Amazonie qu'il faut défendre. L'Amazonie du plateau des Guyanes et l'Amazonie des Piémonts andins, 3 régions bien particulières de cette très grande forêt amazonienne. Je passerai tout à l'heure la parole à certains des auteurs de ce livre qui parleront de l'article, du chapitre qu'ils ont rédigé et qu'ils connaissent particulièrement. Il est évident que les autres auteurs qui ne sont pas ici sont pour la plupart au Brésil, en Angleterre, enfin dans des pays étrangers, et n'ont pas pu faire le déplacement. Ce livre montre d'une façon, sinon inédite, mais je pense insuffisamment reconnue, la violation, j'insiste sur le mot violation, des droits nationaux et internationaux. Le droit international est bafoué dans l'actuelle attaque de l'Amazonie et de ses populations. Au Brésil notamment, la constitution de 1988, qui est une constitution qui a été progressiste, qui a apporté des progrès par rapport aux droits reconnus des populations que l'on appelle indiennes au Brésil. Cette constitution de 1988 est aujourd'hui soumise à des amendements du lobby agraire, la bancada ruralista, comme on dit au Brésil, c'est-à-dire un lobby qui comprend principalement des grands propriétaires terriens et des exportateurs de produits fabriqués en terre amazonienne. Ce lobby agraire domine le Congrès, c'est-à-dire les 2 chambres brésiliennes, et restreint les droits des populations. Par exemple, le code forestier qui a été adopté rogne les superficies des, je cite, entre guillemets, réserves légales et empêche la récupération des zones végétales dégradées. Ce code forestier ouvre au déboisement des territoires naguère inviolables, comme le montre notamment le premier chapitre qui a été rédigé par nos 2 collègues brésiliennes, Oyara Bonilla et Artionca Capiberibe. Au Brésil encore, la question énergétique n'est posée que sous la forme d'une opposition exclusive, c'est le chapitre de Christian Koubel et Maria Luisa Berzezinski, comme une opposition exclusive entre une énergie dite propre, l'énergie hydroélectrique, et une énergie sale, qui est l'énergie produite par le charbon. Il n'est pas question, on ne pose pas du tout la question des énergies renouvelables, absolument pas. Et pourtant, notamment les énergies issues du solaire, au Brésil, auraient probablement quelques possibilités de s'appliquer. Il s'ensuit dans cette politique au Brésil la construction de grands barrages sur les principaux affluents de l'Amazone, sur le Xingu, sur le Tapajós, bientôt sur le Madeira, qui inondent les terres, ignorent les délimitations légales des territoires autochtones, chassent les populations sans aucune compensation. Quand on inonde une région pour faire un méga barrage, comme on dit au Brésil, les populations sont
absolument jetés dans la nature, si on peut dire. Et là encore, ce sont des accords internationaux qui sont violés. Le Congrès brésilien, actuellement, il y a une grande discussion au Congrès brésilien sur des amendements qui proposent des lois, amendements qui aboutiraient à des lois incompatibles avec l'esprit et la lettre de la Constitution de 1988, dont j'ai parlé, et aussi de la Convention 169 de l'Organisation internationale du travail, ratifiée par le Brésil. Et cette convention impose, avant les grands travaux, qu'ils soient hydrauliques, miniers, forestiers ou autres, impose, je cite, la consultation préalable, libre et informée et le consentement des populations concernées. Cette convention 169 de l'Organisation internationale du travail, qui a été ratifiée par de nombreux pays, je viens de dire notamment par le Brésil, est une convention qui protégeait non seulement les droits des Indiens, mais la capacité qu'ils avaient de gérer, d'améliorer, de développer leur territoire et de donner leur avis sur les projets qui concernaient ce développement. Cette convention de l'Organisation internationale est la plupart du temps complètement bafouée. Je vais vous donner un exemple. Les opposants à l'un des grands barrages qui maintenant est terminé, le barrage de Belo Monte sur le Xingu, un des derniers affluents de rive droite de l'Amazone, les opposants au barrage de Belo Monte qui ont fait énormément de bruit au Brésil et au niveau international, ils ont déposé un recours à la Commission interaméricaine des droits de l'homme et à l'Organisation des États américains. Ces organismes, la Commission interaméricaine des droits de l'homme et l'OEA, ont demandé la suspension des travaux pour permettre la consultation des populations autochtones. Parce que, évidemment, la consultation des populations autochtones, ça veut dire que d'autres projets de développement pourraient être discutés et éventuellement mis en œuvre d'une façon beaucoup moins destructrice et avec l'aval des populations concernées, c'est-à-dire compte tenu de leurs droits. Eh bien, donc, ces organisations que j'ai citées, internationales, ont demandé la suspension des travaux. En réponse, le gouvernement brésilien a rappelé son ambassadeur à l'OEA et a suspendu le paiement de sa cotisation annuelle. Un autre chapitre qui ne concerne pas le Brésil, mais qui concerne le Suriname, et particulièrement le Suriname, qui, comme vous savez, était autrefois, du temps de la colonisation, la Guyane hollandaise, qui est le Suriname, qui est frontalier de la Guyane française, entre Guyane française et Guyana, ex-Guyane britannique. Le Suriname est un pays où une population très nombreuse, qui s'appelle les Sahamaka, sont des Noirs, des descendants de Noirs marrons, c'est-à-dire de Noirs qui ont fui les plantations, qui se sont réfugiés en général en forêt et qui ont reconstitué des sociétés, des structures sociales, etc. Et qui aujourd'hui sont une population très très nombreuse au Suriname. Ces Sahamaka ont gagné leur procès devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme contre les concessions étrangères, en particulier des concessions chinoises. On aura l'occasion, je crois, de parler de la déferlante, peut-être on peut dire, des intérêts chinois en Amazonie. Donc, ces Sahamaka ont gagné leur procès devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Le verdict leur a été favorable, mais, comme le dit Richard Price, qui a fait l'article sur les Sahamaka et le Suriname, mais comme le dit Richard Price, jusqu'ici, je le cite, le gouvernement ignore le jugement de la Cour. Et le rapporteur des Nations Unies, le rapporteur spécial des Nations Unies envoyé pour enquêter sur place, après une mission officielle, a déclaré que le Suriname était en, je le cite entre guillemets, état prolongé d'illégalité internationale. Donc c'est une situation, comme vous voyez, qui se répète à peu près dans tous les pays de l'Amazonie sud-américaine. Le chapitre très dense
d'Audrey Colson, qui n'est pas là aujourd'hui, qui fut professeur à Oxford, qui est une anthropologue anglaise qui a passé toute sa vie professionnelle à travailler au Guyana, ex-Guyane britannique. Ce chapitre fait l'historique de la pénétration de l'intérieur de ce Guyana et fait aussi état, là aussi je cite Audrey Balt, elle fait état de l'énorme contradiction entre les dispositions légales et la réalité, ce qui se traduit aussi par la violation de cette fameuse Convention 169, se traduit par la perte de territoire légalement reconnu comme autochtone et la destruction de ressources naturelles protégées. Cet article montre qu'il existe un arsenal législatif, qu'il existe, qu'on a créé des commissions, par exemple la commission des terres amérindiennes, et des procès. Il y a eu de nombreux procès au Guyana qui témoignent des batailles qui ont été menées par les autochtones et les organisations qui les soutiennent, et ces batailles sont le plus souvent perdues. Je ne ferai mentionner que mentionner l'entrée en Chine, en scène de la Chine, dont je parlais tout à l'heure, mais je crois que Françoise Morin pourra en parler mieux que moi, puisque, je la cite, l'intégration des marchés brésiliens et chinois avec le déplacement des ports exportateurs qui étaient depuis le XVIe siècle les ports exportateurs de l'Atlantique, qui se déplacent maintenant vers les ports exportateurs du Pacifique en raison justement du marché chinois. Bon, j'en terminais là. Je voulais faire une toute petite allusion, mais Patrick l'a déjà faite, à cette déclaration des droits des peuples autochtones qui a été votée à l'unanimité, moins 4 abstentions, on l'a dit, par l'Assemblée générale des Nations unies en septembre 2007. Déclaration des droits très détaillée, très explicite, qui devrait avoir le même impact que la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je veux simplement vous souligner que cette déclaration concerne les droits fondamentaux de 350 millions d'êtres humains vivant sur tous les continents. Merci.